Il est tout juste 19h, heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Heureuse de vous retrouver pour l'édition de ce mercredi 12 août. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, Eclipse 2026, des millions de regards à travers le monde tournés vers le plus grand spectacle de la décennie. L'Algérie n'est pas en reste. On en parle dans cette édition. Analyse également avec un expert. Poursuit des travaux de la 14e édition de l'Université d'été des cadres de l'État sahraoui. Et puis en Algérie, signature de contrat majeur avec Saipem, échec pour le projet de phosphate intégré. Urgence humanitaire en République démocratique du Congo, plus de 2000 morts face à un Ebola hors de contrôle. Guerre en Ukraine, en fin de cette édition, les ciels de Moscou et Kiev rythmés par d'intenses attaques de drones. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre ce soir, le monde assiste à cette éclipse exceptionnelle, un phénomène tellement rare que des millions de curieux à travers le monde le contemplent. Rundherum. Überall die Dämmerung. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Ahmed Grigahsen. Il est docteur en astrophysique. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de AL24. Merci pour l'invitation et merci de donner tout cet intérêt à ce phénomène. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, comment expliquer ce phénomène ? En fait, pour l'expliquer tout simplement, c'est la Lune qui cache le Soleil, tout simplement. Dans son mouvement qui est tout à fait naturel, la Lune tourne autour de la Terre tourne autour du Soleil. Et de temps en temps, donc, il y a la Lune qui se met à cause de ce mouvement à travers la ligne directe, la ligne fictive, bien sûr, qui relie la Terre et le Soleil. Et vu que le diamètre apparent de la Lune est égal au diamètre apparent du Soleil, donc la Lune peut tout simplement cacher le Soleil. Donc c'est ça, une éclipse tout simplement. Donc une éclipse solaire partielle très avancée avec 97% d'occultation. Comment expliquer scientifiquement l'occultation ? En fait, parce qu'on n'est pas sur la lignée, donc on n'est pas en train de regarder directement comme la sphère terrestre, donc elle est grande, donc on est un peu au sud de la ligne de totalité. Donc c'est pour ça qu'on va voir le phénomène de façon oblique, on va voir juste le phénomène de façon partielle. En fait, la partialité, cette fois en Algérie, elle atteint jusqu'à 98%, qui n'est pas un taux aussi faible que ça, c'est un taux assez important. En fait, cette éclipse nous annonce et nous entraîne et nous invite à préparer l'éclipse totale qu'on va observer l'an prochain, le 2 août 2027. À Alger, en Algérie, on va avoir l'occasion d'avoir une éclipse totale, donc telle que les Espagnols cette fois, les Islandais et les Groenlandais à travers le monde, donc c'est l'hémisphère nord, ils ont cette possibilité d'observer l'éclipse totale. On va avoir cette occasion l'an prochain. Donc cette fois, on est en train de s'entraîner. C'est très important parce que c'est un phénomène, comme on le voit, il est spectaculaire, donc tout le monde s'intéresse. Il est aussi, il est très attractif pour les enfants. Et puis, c'est quelque chose de très important aussi pour développer la culture scientifique dans notre pays. C'est quelque chose de très important.
Donc, désolé monsieur, mais ce soir, il faut que nos téléspectateurs sachent et surtout comprennent que ce genre de phénomène peut causer des dégâts sur la santé humaine, des dégâts irréversibles. Exactement, parce que normalement, de façon ordinairement, donc personne ne peut soutenir le regard vers le soleil. Pourquoi? Parce que il y a le spectre optique, il y a les rayons optiques qui nous empêchent de. Donc on est obligé tout de suite de réagir et on ferme les yeux pour protéger nos yeux. Par contre, pendant une éclipse totale ou une éclipse partielle très avancée, on peut être tenté par observer le soleil. Et il se trouve qu'il y a que le soleil émet des rayons qui sont très nocifs pour la santé, notamment pour la rétine des yeux, donc qui peuvent causer des dégâts, et les dégâts peuvent être aussi irréversibles. C'est très important, donc on le dit, on le répète souvent, il y a aussi les médecins qui nous aident dans cette tâche. Il ne faut jamais regarder directement le soleil, ni par temps normal, ni pendant une éclipse, ni à n'importe quel moment, parce que ça peut causer même une cécité totale. Donc c'est très important. Et puis parce que l'éclipse est là, donc les gens sont tentés, on lève les yeux, on regarde directement. Donc pendant cette éclipse, on conseille les gens d'utiliser ou bien les lunettes qui sont faites pour ça, qui ont été créées, fabriquées pour ça. Sinon, n'utilisez rien d'autre. S'il vous plaît, n'utilisez rien d'autre. Ne soyez pas, surtout avec les enfants, il ne faut pas jouer avec ça. Sinon, maintenant, bien sûr, on peut suivre sur les chaînes de télévision et on peut aussi suivre sur le net directement l'émission, des émissions qui sont en direct de ce phénomène. Faut pas jouer avec la santé. Donc, docteur Ahmed Grigui Hassan, docteur en astrophysique, merci d'avoir répondu à notre question. Merci d'avoir aussi répondu, d'avoir été présent aujourd'hui avec nous pour un peu nous donner plus d'explications sur ce phénomène. Et puis l'Algérie n'est pas en reste et ces images qui nous parviennent en direct d'Alger, où nos équipes déployées sur place vous proposent des images spectaculaires de l'éclipse solaire observée au coucher du soleil, un spectacle offrant aux observateurs la possibilité d'assister à un coucher de soleil éclipsé à plus de 97%, une configuration rare à laquelle les Algériens ont tenu à assister, se déplaçant en famille ou entre amis pour ne pas rater ce phénomène alliant beauté et sciences astronomiques, mais qui n'est pas sans danger. Justement, ce soir, Maria Schuller, notre envoyée spéciale, a de la chance d'assister à ce spectacle à Alger. Maria, bonsoir. Bonsoir Asma. Alors Maria, vous êtes actuellement à Zeralda, commune côtière de l'ouest d'Alger, et vous assistez à ce phénomène exceptionnel visible dans notre pays depuis 18h42. Parlez-nous de cette éclipse et puis l'ambiance qui y règne. Oui, Asma, ici à Zeralda, à l'ouest d'Alger, le ciel est en train de nous offrir un phénomène assez inhabituel. Depuis quelques minutes, la Lune progresse devant le Soleil et en masque progressivement une partie de son disque. À première vue, le changement peut sembler un peu discret, mais lorsqu'on observe attentivement le ciel, on comprend rapidement que quelque chose d'exceptionnel est en train de se produire. Et nous assistons en effet à une éclipse solaire partielle où la Lune vient s'interposer entre la Terre et le Soleil, avec un taux d'obscuration qui avoisine les 98%. C'est un phénomène que nous ne verrons pas, du moins pas avant 2080, imaginez-vous. C'est pour vous dire l'exception que représente ce phénomène astronomique qui a drainé des centaines de curieux venus apprécier un spectacle gratuit offert par Dame Nature. À Alger, le phénomène a commencé il y a maintenant à peu près une demi-heure. Ou un peu plus, il a commencé aux alentours de 18h42 et doit atteindre son maximum vers 19h35. Nous sommes donc actuellement en pleine progression de l'éclipse avec un soleil qui va continuer à être occulté dans les prochaines minutes. Et comme vous savez, Maria, ce phénomène peut être irréversible sur la santé humaine. Il a fallu des moyens et l'État en a mis, n'est-ce pas ?
Oui, Asma, pour permettre au public de suivre cette éclipse dans les meilleures conditions, plusieurs espaces d'observation ont été aménagés par le ministère de la Jeunesse en coordination avec le CRAG, le Centre de recherche en astronomie, en astrophysique et en géophysique, ainsi que plusieurs associations scientifiques ainsi que des associations de jeunesse. Mais il y a toujours un mais parce que ce spectacle naturel peut se transformer en un vrai cauchemar pour ceux qui s'aventurent à regarder le soleil ou bien la lune à l'œil nu. Il peut y avoir des dégâts irréversibles sur l'œil humain, sachant que la rétine humaine ne ressent pas et ne dégage pas de douleur tout de suite, et la lésion oculaire n'est pas à écarter. C'est pour vous dire qu'il faut faire extrêmement attention. Faites surtout attention aux enfants de nature curieuse. Il ne faut pas s'aventurer à regarder l'éclipse à l'œil nu. Pendant quelques instants, ou plutôt dans quelques instants, la lumière va changer, va progressivement commencer à changer. L'atmosphère deviendra différente et l'on prend à ce moment-là conscience qu'on assiste à un alignement exceptionnel entre trois astres, le Soleil, la Terre et la Lune. Voilà, Asma, je reviens vers vous. Et puis moi, je vais continuer à apprécier ce spectacle naturel avec le caméraman qui m'accompagne aujourd'hui. Marie, on vous laisse avec ce qui reste de ce beau spectacle et merci à vous de nous avoir fait vivre ce genre de moment qu'on verra peut-être après des décennies. Et après le spectacle aérien, la Terre nous a offert un autre spectacle aujourd'hui. Et ces images que vous regardez sur vos petits écrans, le volcan de l'Etna de Sicile en Italie entré en éruption, ce qui a causé une interruption presque complète du trafic à l'aéroport de Catane en raison de l'importante quantité de cendres que le volcan crache. Des milliers de touristes sont désormais bloqués sur place. Et autre actualité de ce journal, le journal The Washington Post a rapporté mardi soir que la crise de l'afflux massif de migrants marocains vers l'enclave espagnole de Ceuta met en lumière la transformation du dossier migratoire en un enjeu politique d'une sensibilité et d'une gravité extrême, en particulier en Europe et aux États-Unis. Le journal a également indiqué que les autorités espagnoles ont mis en garde dans un rapport contre la détection d'appels sur les réseaux sociaux visant à organiser une nouvelle vague vers la ville espagnole de Ceuta le 15 de ce mois. La panique continentale provoquée par la crise de Ceuta reflète à quel point le dossier migratoire s'est transformé en une issue politique hypersensible, non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis, où Donald Trump et ses conseillers se sont empressés d'exploiter l'incident pour s'en prendre à l'Espagne. De nouveaux appels se propagent sur les réseaux sociaux au Maroc pour organiser une nouvelle ruée vers Ceuta le 15 août, selon ce qu'ont rapporté la radio et la télévision publique espagnole. Des experts en questions migratoires ont exprimé leurs doutes quant à la responsabilité des réseaux de passeurs dans la ruée vers Ceuta, se demandant par quel mécanisme ces réseaux pourraient tirer profit d'un événement où de nombreuses personnes ont traversé à la nage ou à pied. Des dizaines de personnes ont perdu la vie, de nombreux corps ayant été retrouvés dans l'eau, tandis que beaucoup d'autres sont toujours portés disparus, ce qui a poussé des familles marocaines à lancer des appels à l'aide sur les réseaux sociaux pour trouver leurs proches. Et dans le dossier sahraoui de ce journal, la 14e édition de l'université d'été des cadres de l'État sahraoui et du Front Polisario se poursuit à l'université Mohamed Boughara de Boumardès du 11 au 20 août 2026. Placée sous le slogan de l'autodétermination, cette rencontre réunit plus de 330 cadres sahraouis et des personnalités algériennes et étrangères.
Les conférences d'aujourd'hui animées par des intervenants algériens et sahraouis se sont concentrées sur cette cause et plus particulièrement sur la mémoire du peuple sahraoui. Elles ont permis de retracer les différentes étapes de sa révolution ainsi que les défis de la bataille politique qu'il a menée. Je suis heureux de participer à cette université d'été et je souhaite qu'elle se déroule dans les meilleures conditions, avec une forte participation et des interventions de qualité. Toutes les parties prenantes s'investissent pleinement pour faire de cet événement et de ces conférences un succès. Dans le reste de l'actualité de ce journal, l'entreprise nationale de forage Enafor, filiale du groupe Sonatrach, a achevé en un temps record les dernières retouches avant le lancement du forage du puits d'exploration Kafra Sud-Est 1 dans la région d'Agadez au nord du Niger, à quelques 85 km de la frontière sud de l'Algérie. Ce projet d'envergure est prometteur, le premier du genre réalisé par une entreprise algérienne dans le nord du Niger, est le fruit d'un partenariat stratégique auquel les dirigeants des deux pays accordent une importance particulière. Dans le cadre de la réalisation d'un projet de forage d'un puits d'une profondeur de 3900 mètres, les dernières retouches sont apportées aujourd'hui afin de pouvoir lancer l'opération. Le coup d'envoi officiel de ce forage sera donné conjointement par le Premier ministre algérien et son homologue nigérien à l'issue de leur visite sur le site. Le ministre d'État-ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a présidé ce mercredi 12 août 2026 au siège de la direction générale du groupe Sonatrach la cérémonie de signature des contrats relatifs à la réalisation de plusieurs infrastructures stratégiques liées au projet intégré de phosphate. La cérémonie d'aujourd'hui revêt une importance particulière car elle ne vient pas seulement couronner un long parcours d'études, de préparation et de négociation, mais elle marque également le passage effectif à une nouvelle phase de concrétisation du projet sur le terrain. Nous signons aujourd'hui 2 contrats stratégiques qui constituent 2 piliers fondamentaux de cette étape. Le premier porte sur la réalisation des installations du projet intégré de phosphate sur les sites de Bled el-Hadba et de Oued Kiberit à Soukharas avec la société italienne Saipem selon le mode de réalisation rapide EPC Fast Track afin d'accélérer le rythme d'exécution et de respecter les délais impartis. Le second concerne la réalisation des infrastructures portuaires au port d'Annaba avec la société chinoise tchèque. Ainsi, nous ne signons pas de contrat isolé, mais nous posons les pierres d'un système unique et intégré qui reliera la ressource minière, la transformation industrielle, le transport et l'exportation. Cela permettra à l'Algérie de passer de la simple valorisation de la matière première à la production et à la commercialisation de produits à haute valeur ajoutée. Et la réussite du projet intégré de phosphate repose sur une synergie étroite entre les différents secteurs ministériels et entreprises nationales. La concrétisation de ce projet stratégique dans ses différentes composantes n'aurait pu atteindre cette étape sans la synergie des efforts des différents secteurs ministériels et entreprises nationales. En effet, le projet intégré de phosphate ne saurait être réduit à de simples unités d'extraction, de transformation et de production. Il s'agit d'un écosystème industriel et logistique intégré où se croisent les secteurs de l'énergie, de l'eau, des transports, des infrastructures de base et des mines. Cela exige une coordination continue entre les différents secteurs et institutions pour garantir la promptitude de chaque maillon en temps voulu. Par ailleurs, Mohamed Arkab a précisé que le port d'Annaba constitue le maillon logistique ultime et l'accès stratégique du projet vers les marchés internationaux. Quant au port d'Annaba, il représente le dernier maillon logistique de ce système et la porte d'entrée du projet vers les marchés extérieurs. Le contrat que nous signons aujourd'hui avec la société chinoise tchèque pour la réalisation des infrastructures portuaire vient traduire cette dimension en fournissant une infrastructure capable d'accueillir et de charger d'importantes quantités de phosphate, de produits phosphatés et d'engrais, reliant ainsi la production nationale aux marchés régionaux et internationaux.
En Libye, une attaque contre la sous-station de Zawiya a provoqué une coupure totale de courant et une interruption de l'approvisionnement électrique dans de vastes zones de cette ville. Cette agression constituant en des frappes de drones chargés d'explosifs contre des réservoirs de stockage de carburant au complexe pétrolier voisin de Zawiya qui abrite la plus grande raffinerie de production de Libye. Direction le Soudan à présent où l'armée a réussi ce mercredi à intercepter des drones appartenant aux forces de soutien rapide qui ciblaient la capitale Khartoum selon des médias locaux. Les mêmes sources ont ajouté que la défense antiaérienne de l'armée soudanaise a contraint au repli des drones des forces de soutien rapide qui tentaient d'attaquer Omdurman. En République démocratique du Congo, le nombre de cas confirmés d'Ebola est passé à 4 449, dont 2061 décès selon les derniers chiffres publiés mercredi par les autorités sanitaires du pays. Dans le dossier iranien de ce journal, l'armée américaine a annoncé avoir ouvert le feu sur un navire qui tentait de s'approcher d'un port iranien en violation du blocus imposé par les États-Unis. Le commandement central américain Moyen-Orient indiquait sur la plateforme X qu'un hélicoptère avait tiré 2 missiles sur la salle des machines du cargo Villanova après que son équipage a ignoré les investissements américains. L'Organisation maritime internationale a annoncé ce mercredi que fuite de pétrole provenant du pétrolier Caroline Bessenji a échoué au large des côtes du Sultanat d'Oman dérive vers la terre ferme. Un porte-parole de l'ONU a déclaré que le pétrole dérive au large de la côte nord-est de l'île d'El Kibilia avec des rapports indiquant qu'une partie du pétrole pourrait atteindre le continent, soulignant la mise en place de plans d'urgence pour traiter la marée noire. Et dans notre dossier guerre en Ukraine ce soir, d'intenses attaques de drones ont rythmé Moscou et Kiev la nuit du mardi au mercredi. Pas moins de 600 drones ont été lancés des deux côtés du front. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de frappes. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Le conflit en Ukraine continue de faire rage avec une intensification de l'utilisation de drones des deux côtés et des accusations de part et d'autre concernant des frappes nocturnes durant la nuit du mardi au mercredi. Le ministère russe de la Défense a affirmé que ses systèmes de défense aérienne ont abattu 502 drones ukrainiens au-dessus de 7 régions, dont celle de Krasnodar, ainsi qu'au-dessus de la mer Noire et de la Crimée. De son côté, l'armée ukrainienne a affirmé avoir abattu 112 des 138 drones lancés par la Russie. Elle a également signalé le tir d'un missile balistique Iskander, d'un missile anti-radar et d'un nombre indéterminé de missiles de croisière guidés. Dans cette guerre de communication, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir frappé à Odessa un dépôt de carburant et des lubrifiants qui approvisionneraient les forces armées ukrainiennes. Les autorités ukrainiennes n'ont pour l'heure pas commenté cette déclaration. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé mercredi l'Ukraine d'intensifier ses attaques contre des navires civils
ainsi que des infrastructures de transport dans la région de la mer d'Azov et de la mer Noire. Maria Zakharova a déclaré que ces frappes perturbaient les exportations agricoles et menaçaient la sécurité alimentaire mondiale. Elle a souligné que les forces ukrainiennes avaient mené des attaques tout au long de l'été en utilisant des drones et des renseignements fournis par l'OTAN et les pays de l'Union européenne. Et le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi 12 août que la Russie répondrait de la même manière si des pays européens saisissaient des navires marchands. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.